Merci de m'avoir invité à ce webinaire. Je m'appelle Chris Borge et j'enseigne les soins infirmiers à la Glasgow Caledonian University. Cette courte présentation portera sur la pratique fondée sur des preuves, et en particulier sur des preuves du monde réel. Vous verrez que l'exemple que je vais utiliser ici concerne des études de cas. J'aimerais aussi examiner le contexte dans lequel ils s'inscrivent parmi les différentes preuves disponibles pour soutenir notre pratique. Veuillez noter que ce sujet a été condensé pour une présentation concise. Certains thèmes et sujets abordés ici nécessitent normalement plusieurs heures, plusieurs jours, voire même des modules entiers à différents niveaux universitaires. J'espère donc que cette brève introduction vous donnera matière à réflexion et vous incitera à approfondir vos connaissances au-delà de ces sujets. Quand vous partez en vacances, est-ce que votre navigateur ressemble un peu à ça? Le mien, oui. Super chargé. Toutes les pages sont ouvertes, les pages des vols, des hôtels, des commentaires, et vous parcourez les résultats. Si la réponse est oui, alors nous sommes d'ores et déjà sur la même longueur d'onde. Avant de réserver mes vacances et de dépenser l'argent durement gagné, j'examine les données numériques. J'ai regardé les meilleurs prix disponibles pour les vols. Quel est le meilleur vol possible pour cette somme? Quel est le moyen le plus rapide pour atteindre ma destination? Soit beaucoup de données numériques. J'examine aussi certaines données qualitatives, surtout des éléments comme le niveau de propreté de l'hôtel, ce que les gens pensent de l'hôtel, les avis sur les vols, etc. Ce qu'il y a autour de l'hôtel pour avoir une vue d'ensemble avant de prendre une décision. J'ai donc fait des recherches pour trouver ce qui me convient le mieux, afin de passer les meilleures vacances au meilleur prix et en profiter au maximum. Tout comme vous, ceci ne vaut pas seulement pour les vacances. C'est pareil pour beaucoup de choses, comme l'achat d'une nouvelle voiture ou d'une nouvelle machine à laver. Vous pouvez alors faire des recherches, les évaluer et trouver les meilleures preuves disponibles pour fournir les meilleurs soins possibles à vos patients. La première chose à comprendre, c'est la pratique fondée sur des preuves. On pensait que ce n'était que l'expérience quotidienne de quelque chose dans notre vie. Mais en réalité, lorsque nous l'examinons dans le contexte des soins de santé et des soins que nous prodiguons, à savoir le soin des plaies, nous devons penser à partir de preuves plus solides avant d'examiner la littérature pour soutenir nos dires. Que dit la littérature? Voici une de mes citations préférées pour expliquer la pratique fondée sur des preuves, car elle englobe de nombreux éléments. Les choses importantes pour moi ici sont la collecte et l'interprétation des données. Nous en parlerons plus tard. Le fait que nous parlions d'éléments rapportés par les patients, observés cliniquement et axés sur la recherche, c'est très important. Mais surtout, à travers cette définition, nous évoquons aussi la qualité du jugement clinique et la production de résultats pour nos patients, car nous voulons tous les meilleurs résultats possibles pour eux. Examinons donc cela d'un peu plus près. La pratique fondée sur des preuves est une combinaison de preuves de recherche. Ce que j'aime ici, c'est ce diagramme montrant les meilleures preuves de recherche. Nous y reviendrons un peu plus tard. Cela ne se limite pas à des preuves de recherche. Les meilleures disponibles sont incluses. Il y a une bonne raison à cela. Le patient a toujours des préférences et des valeurs. Il faut donc en tenir compte. Nos patients passeraient au second plan, mais ils doivent être au cœur de tout ce que nous faisons. Expérience et expertise clinique. Nous savons qu'il n'y a pas toujours de preuves. Lors de la crise du Covid, nous nous contentions souvent de fouiller partout et de partager des informations. L'expérience clinique et l'expertise sont ce sur quoi nous travaillons au quotidien. Mais pour une pratique fondée sur des preuves, nous avons besoin d'une combinaison de ces éléments. Je vais me concentrer sur la recherche. La plupart des professionnels de la santé, et quel que soit leur domaine de pratique ou leur discipline, auront une certaine compréhension de la recherche. Donc, voici un rappel. Il s'agit d'un processus d'enquête systématique.
Qu'entend-on par systématique? Ça suit le processus de recherche. Je n'ai donc pas évoqué le processus de recherche ici, mais je rappelle juste ce qu'il énonce. C'est une approche systématique pour étudier un problème, poser une question de recherche et étudier la littérature. Car c'est essentiel d'analyser la littérature dans le contexte qui nous concerne, puis concevoir une étude. Nous parlerons de la conception de l'étude, puis des études de cas que reflètent ce recueil de données, et enfin de la façon dont nous les analysons et les présentons. Nous parlons souvent de diffusion des données. C'est ça la recherche. J'ai donné ici 3 citations, et certains d'entre vous les connaissent peut-être déjà. Je pense que cela donne une vision équilibrée de ce qu'est la recherche. Et chacun peut comprendre quelque chose en fonction de sa façon de penser. On a donc parlé de la recherche, et nous revenons un peu en arrière pour reparler du sujet, le processus de recherche. Mais à la fin, cette partie de recherche diffusée sera ensuite classée dans une hiérarchie et des niveaux de preuve. Cette pyramide représente cette hiérarchie. C'est une version simplifiée que j'utilise souvent, car c'est facile à comprendre. Il y a 5 niveaux. Les preuves de premier niveau sont en haut. Ce sont les essais contrôlés, randomisés et examens systématiques. C'est donc le niveau de preuve le plus élevé, car elles sont les moins biaisées ou transférables, et souvent applicables à une grande population. Et nous allons comprendre pourquoi. En descendant dans les niveaux de preuve, vous verrez que les séries de cas, les études de cas et l'opinion d'experts sont bien plus bas. Mais ce que je voudrais souligner, c'est qu'au final, ils sont tout aussi importants que les autres preuves. Nous en avons toujours besoin pour notre pratique et notre travail en tant que professionnels de la santé. Et le Scottish Intercollegiate Guideline Network produit en réalité une version plus détaillée de cela. Et je l'apprécie beaucoup. Ce n'est plus une pyramide. Ils l'expliquent simplement et fournissent une clé. Vous pouvez donc voir à travers leurs meilleures pratiques le niveau où se situe chaque élément de preuve cité. Entre parenthèses, j'aime la façon dont c'est expliqué de manière plus détaillée. Ça met en avant ces études non analytiques, études de cas et rapports, et leur donne une certaine crédibilité, ce que j'aime vraiment, car nous voyons réellement la valeur de ces études. Je rappelle donc que nous avons 2 principales approches de recherche. Vous les connaissez probablement, à savoir quantitative et qualitative. Quantitative lorsque les données scientifiques prévalent. Elles concernent les nombres et données numériques et requièrent souvent l'aide de logiciels de statistique. Cette approche est déductive car elle part de ce qui est connu dans la littérature et teste l'applicabilité dans d'autres situations. La variation est minime. Nous essayons de garder toutes les variables identiques, sauf peut-être une, ou de les minimiser, et on peut généraliser cela en avançant une application probable à une grande population ayant des caractéristiques similaires à celles de l'étude. L'approche qualitative est bien plus subjective. Nous examinons beaucoup plus les éléments descriptifs. Nous acquérons une compréhension d'un phénomène qui se produit. Nous interprétons ce qui se passe. Nous pouvons analyser des entretiens, éventuellement des transcriptions d'entretiens ou des groupes de discussion, juste pour donner quelques exemples et études de cas, etc. Nous interprétons ça avec des thèmes. Ce ne sont que des exemples. Il existe de nombreuses façons selon les méthodes utilisées. Mais nous interprétons ces données et essayons de dégager des thèmes de ce phénomène. On obtient des récits riches, comme je le démontrerai après, et les participants sont vraiment au centre. Et ce ne sont pas toujours des patients.
Ils peuvent être aussi des cliniciens, toute une série de personnes différentes. N'oubliez pas qu'on rassemble tout et cette présentation évoque également des méthodes mixtes où vous utilisez les deux approches ou une combinaison d'approches et les combiner pour réaliser des études de qualité. Voilà un aperçu des deux principales approches. Nous connaissons ces approches et vous vous demandez déjà dans votre contexte de soins des plaies si vous pouvez toujours utiliser des preuves de niveau 1. En bref, non. Je vais vous donner un exemple issu de ma pratique. Récemment, j'ai mené une étude pour comprendre les perceptions des étudiants infirmiers concernant les soins aux patients en pratique clinique, pouvant être mentionnés ici. Tous les étudiants n'auront pas cette expérience. J'ai dû étudier les perceptions, ce qui pourrait même être pertinent pour vous. Quel rapport avec les diapositives précédentes? Automatiquement, vous pensez sûrement qu'il s'agit des données qualitatives. Les données quantitatives ne vont probablement pas beaucoup m'aider. Je peux demander, avez-vous de l'expérience? Oui ou non? Ressentez-vous de la confiance et dans quelle mesure? Mais c'est peut-être tout ce que j'espère de cette étude, un contenu riche. J'ai donc ici quelques citations textuelles provenant de mon étude. Je ne vais pas toutes les citer, mais si vous avez un peu lu sur le sujet, ce que vous verrez, c'est qu'il y a matière à réflexion. En tant que chercheur, j'ai gardé ma collection de données issues d'entretiens semi-structurés. Je n'avais pas de structure rigide. C'est assez libre. Je pouvais poser une question et ensuite laisser le participant aller là où il voulait, avec les informations qu'il me donnait. J'ai obtenu ce récit riche en données et découvert des choses auxquelles je n'avais pas pensé. C'est vraiment bien pour une recherche qualitative. Il s'agit d'étudier la vie réelle. Pour traiter le sujet de ce webinaire, étudier la vie réelle, des recherches réelles et des histoires réelles qui peuvent vraiment s'intégrer à nos recherches. Ça s'éloigne un peu, mais peut réellement mener à des conclusions. Mettons ça en lien avec les soins des plaies. Je ne suis pas expert en soins des plaies, j'avoue. Cependant, d'après les discussions que j'ai eues, je suis conscient de la difficulté de minimiser les variables parmi vos groupes de patients. Surtout compte tenu de la diversité des plaies et du contexte dans lequel se trouvent les patients souffrant de ces plaies, de leurs antécédents. Toutes ces différentes variables sont vraiment très difficiles à contrôler. C'est pourquoi les essais contrôlés randomisés sont très difficiles. Taille de l'échantillon, essais contrôlés randomisés. Pour les données quantitatives, vous avez besoin de très grands échantillons. Par exemple, pour mon étude qualitative, mon échantillon compte seulement 6 ou 7 patients. C'est parfait pour une étude de cette taille. Votre échantillon peut être plus petit. Et si quelqu'un s'y intéresse, Brown & Clark a édité un manuel sur la recherche qualitative qui présente également un tableau des tailles d'échantillons avec explication. Pensez aussi aux implications en termes de coûts. Les essais contrôlés randomisés demandent beaucoup de temps, beaucoup de travail et des dépenses massives. Et le marché des produits disponibles évolue. Le soin des plaies a fait des bonds de géant. Par conséquent, au moment de cet essai contrôlé randomisé, il se peut que les produits disponibles se soient considérablement améliorés, ce qui rendrait l'essai impossible. Vous verrez que les déclarations de bonnes pratiques sont disponibles et comportent des essais contrôlés randomisés, mais sans être spécifiques à un produit. Les contrôles randomisés seront généralement réalisés pour la cicatrisation des ulcères de jambes et diverses autres raisons, plutôt que de tester un produit réel. Où les études de cas s'insèrent-elles dans tout cela? Si certains d'entre vous ont lu les manuels, il y a un peu de controverse autour des études de cas et un certain nombre d'autres modèles d'études qualitatives. Par exemple, dans l'enseignement, nous utilisons la recherche-action. Encore une fois, les tailles d'échantillons sont petites
car il s'agit d'une recherche au jour le jour dans le monde réel. Et cela nourrit et améliore notre pratique, tout comme cela peut le faire pour vous avec des études de cas. J'ai donc utilisé la méthodologie des études de cas, laquelle existe et est documentée dans les textes. Elle se concentre généralement sur des patients individuels, des personnes. Je dis des personnes car ce ne sont pas toujours des patients. Des groupes, cohortes ou personnes aux caractéristiques spécifiques. Diverses méthodes permettent la collecte de données. Par observation clinique et par des groupes de soutien, des entretiens avec ces individus ou en les incitant à écrire leur récit. J'y reviendrai à la fin. On obtient alors un récit riche. Vous obtenez une abondance de données, ce qui demande du temps à décrypter et à identifier. Mais il est plus facile d'étudier des problèmes complexes, impossibles à étudier avec ce qui serait probablement une exploration superficielle, utilisant des méthodes plus quantitatives. Ça peut influencer les études futures. Elles sont très bonnes en tant qu'études initiales ou exploratoires par nature pour orienter d'autres études plus spécifiques. Vous constaterez que les récits des patients que je viens de mentionner peuvent aussi être très utiles pour le traitement des plaies. J'ai cité un article ici concernant une étude de cas. C'est un article très court, d'1,5 page à 2 pages. Il vaut la peine d'être lu si l'utilisation d'études de cas dans vos recherches vous intéresse. Enfin, n'oubliez pas l'amélioration de la qualité. Elle diffère de la recherche, mais gardez à l'esprit que les études de cas ou recherches que vous menez peuvent alimenter des projets d'amélioration de la qualité, et par là, l'amélioration de notre pratique. L'amélioration de la qualité est bien plus facile à mettre en place au quotidien. Gardez donc à l'esprit vos études de cas afin de pouvoir identifier quels changements nous pouvons apporter ici pour entraîner une amélioration et l'appliquer à ces cycles d'amélioration. Enfin, voici quelques références clés. D'autres références sont citées ici, mais celles-là sont la principale source d'information plutôt que les diagrammes. C'est un guide qui permet d'en savoir plus. Merci beaucoup de m'avoir écouté.